Un soir qu'elle remuait ses sombres pensées comme à l'accoutumée, quelqu'un, dans le hall de l'hôtel Bristol, lui saisit doucement le bras. Maman. Ma chérie. Comment m'avez-vous trouvé? C'est la femme de ton oncle Victor qui m'a écrit t'avoir vu en ville. Venez maman, ne restons pas là. Allons dans ma chambre. Il paraît que tu es la secrétaire d'un certain Malagnac. C'est exact. Ne comprends-tu donc pas, ma chère enfant, que ta réputation est compromise? Les gens jasent sur ton compte. Ce sont des ragots de concierges. En tout cas, ils ne peuvent me nuire. J'ai déjà rompu définitivement avec Kolavitsky. Oh, je vous en prie, maman. Ne parlons plus de tout cela. Par contre, il y a une chose. Je vous demande pardon pour l'argent que j'ai pris dans l'armoire. J'économiserai sur mon salaire et je vous le rendrai. Je vous le promets. Tout en continuant à parler, la jeune fille ne cessait de se répéter en son fort intérieur qu'elle avait bien fait de s'accuser du vol commis par Valchak, mais qu'elle devait aussi rassurer complètement sa mère sur son nouveau mode de vie. Aussi s'appliqua-t-elle à lui dépeindre son existence varsovienne sous des couleurs si brillantes et si innocentes que la honte envahit Madame Okolovska à la pensée des larmes qu'elle avait versées en vain. Avant de quitter sa fille, elle lui annonça avec un peu de gêne qu'elle n'était pas venue seule. Kolavitsky l'avait supplié de l'accompagner. Il attendait dans l'antichambre. Tu as changé. Toi aussi. Plus que tu ne crois. Voici 3 semaines que nous nous sommes vus. En effet. Tu ne reviendras pas. Comment l'as-tu deviné? Je le vois. Tu as raison. Pendant ces 3 semaines, j'ai vécu à l'idée de te retrouver et de te parler. Mais à quoi bon? Je te souhaite bien du bonheur avec ton pâtre. Es-tu si sûr que ce sera avec lui? Il n'y a qu'à te regarder pour en être convaincu. Ce n'est plus une simple ressemblance. Tu es sa réplique vivante. Tu es devenue vulgaire et commune comme lui. Aujourd'hui encore, je ne voulais pas croire ce qu'on m'avait raconté, mais maintenant je suis fixé. Je parie que plus rien ne vous sépare. Ce que tu penses m'est complètement égal. Je te demande qu'une chose. Épargne le résultat de tes observations à ma mère. Elle ne doit rien savoir. À la condition que de ton côté, tu ne parles à personne de mes affaires. Sois tranquille. Je ne dirai rien. Comment cela se passe-t-il à Misloch? Pas trop mal. Tu t'es arrangé avec Skolinski? Oui, nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Il rédige le catalogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Près du lavabo? C'est mon foulard. Tu vois pas? Il tremble. C'est le courant d'air. Regarde, le vasistas est entrouvert. Je vais devenir fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, rien. C'est curieux. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait récemment. Je suis dans une pièce et au mur, il y a quelque chose de suspendu qui bouge. Qu'est-ce que tu dis? Et la chose qui bouge, est-ce que ce serait pas une sorte de torchon? Difficile à dire.
Oui, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, si tu fais encore ce rêve, écris-moi sans faute. Je t'en supplie, c'est très important. Après le départ de Kolavitsky, Maya n'eut guère le loisir de repenser à leur conversation, car Malagnac la convoqua pour lui annoncer qu'il avait décidé de s'installer dans sa maison de Constantino. Aussi la priait-il de se tenir prête à partir. Alors que Maya commençait ses préparatifs de départ, la présidente l'appela au téléphone. Elle désirait la voir le plus vite possible. Pour Maya, cette démarche constituait une surprise, car depuis le bal, la présidente ne s'était plus manifestée. Elle se fixait rendez-vous dans une pâtisserie pour le soir même. Comment allez-vous, ma chère enfant? Très bien, madame, très bien. Laissez-moi vous servir le thé. Cela me fait tellement plaisir de vous voir. Vous êtes toujours aussi jolie, mon trésor. Je dois avouer que je ne vous croyais pas autant de caractère. Avec votre trompe, vous réussirez dans la vie. Quand je repense à ce bal, à la manière dont vous nous avez présenté votre fiancé. À propos, vous voulez vraiment l'épouser? Pourquoi me le demandez-vous? Je crois en avoir le droit. Est-ce que je ne me suis pas occupée de vous? Faut-il que je vous rappelle que c'est grâce à moi que vous avez rencontré Malagnac? Enfin, passons, venons-en au fait. À mon tour, j'aimerais que vous me rendiez un petit service. 3 fois rien. J'aimerais que vous retiriez un papier du portefeuille de Malagnac. Je ne saisis pas très bien. Vous me confieriez ce papier pour quelques heures. C'est une note sur l'aménagement de ces nouvelles usines. Après quoi, vous le remettriez à sa place. Personne n'en saurait rien. Et si Malagnac s'en aperçoit? Il n'y a pas de danger. Vous ferez ça de nuit. Et la nuit, je sais qu'il met ce portefeuille sous son oreiller. Et comme il prend des cachets pour dormir, il n'y a aucun danger. Vous remettriez le document à quelqu'un qui attendrait dehors. Il faut que je réfléchisse. Mais bien sûr. Je suis prête à attendre. Je sais que vous n'êtes pas une ingrate. Après avoir longuement hésité, Maya finit par accepter. Elle décida de mettre Valchak au courant. Lorsqu'elle lui eut répété ce que la présidente attendait d'elle, le jeune homme ne manifesta pas le moindre étonnement. Sans hésiter, il lui proposa même de l'aider. Devant sa réaction, Maya perdit immédiatement ses dernières illusions sur son compte. Elle avait nourri le fol espoir que le jeune homme manifesterait sinon une opposition, du moins des réticences. Le moindre indice de sa part dans ce sens lui affermit sa volonté de refus. Et comme cela semblait lui être complètement égal, elle décida de se moquer elle aussi des conséquences possibles. Peu importe ce qu'il adviendrait. De son côté, tout en l'écoutant attentivement, Valchak se forgeait de Maya une image définitive. Celle d'une sorte de cinglé doublé d'une kleptomane en puissance. D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement? Jamais, pensait-il, une jeune fille de son monde ne se serait compromise avec quelqu'un comme lui si elle avait été normale. Du coup, l'initiative de Maya l'enhardit à demander quelque chose qu'il avait depuis longtemps sur le cœur. J'aimerais tenter ma chance encore une fois au club. Je suis certain que je battrai Vrobel. J'en doute. Vrobel est une des meilleures raquettes d'Europe. Oui, mais j'ai inventé une nouvelle passe. Je peux battre n'importe qui si j'en ai envie. Je ne vous crois pas. Faisons une partie, on verra bien. Entendu. Allons rue Ceslo, c'est à côté. Il y a un cours. Ils se mirent en route. Depuis le bal, ils se voyaient souvent et passaient ensemble de longues heures durant lesquelles, bien qu'ils eussent beaucoup de choses à se dire, ils perdaient le plus souvent leur temps en futile bavardage. En fait, ils ne parvenaient jamais à aborder la question essentielle, celle de leur fiançailles proclamée par Maya d'une façon si totalement inattendue au bal, et pas davantage de leur éventuel avenir commun. En marchant à côté du jeune homme, Maya se demandait pourquoi il fallait toujours qu'il y ait entre eux une sorte de complot pour qu'ils se sentent vraiment bien ensemble, en parfait accord, comme instantanément proches l'un de l'autre.
Pourquoi ne s'accordait-il jamais mieux que dans le mal? Dès le début de l'échange, Valchak renvoya la balle de telle sorte au coup qu'un joueur n'aurait pu la rattraper à temps. Cela ne valait même pas la peine de courir. On aurait dit qu'il avait maîtrisé l'art de couper les balles à un degré jusque-là encore inconnu. Étonné, Maya s'approcha du filet. Incroyable. Comment faites-vous? Il suffit de prendre la raquette comme ça et de faire ce petit mouvement du poignet au moment du frapper. La balle retombe obligatoirement juste derrière le filet. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et personne n'y a pensé auparavant? Certainement, mais quand cela arrive, on a l'impression que c'est idiot, que c'est un raté et rien de plus. Je trouvais cette astuce il y a bien longtemps, mais c'est maintenant seulement que je l'ai parfaitement mise au point. À présent, le meilleur joueur du monde ne pourrait me prendre en 7. Ah ouais, mais cela rend le tennis impossible. Ce coup exclut toute possibilité d'échange. D'accord, mais n'empêche que je peux battre tout le monde maintenant. On se dira tout simplement que je coupe bien les balles, un point, c'est tout. Je ne suis pas obligé de faire ça tout le temps. Et puis, si je gagnais, ce serait plus facile pour nous deux. Au moins, j'aurais une sorte de position. On verra. Dans quelques jours, je dois participer à un tournoi amical à Solimov. Ah. Justement à côté de la propriété de Malagnac. À Constantinople. Vous n'avez qu'à venir. Je vais réfléchir au moyen de vous faire jouer. Évidemment, si vous battiez Vrobel en public, il est certain qu'ensuite, les clubs seraient obligés d'organiser une partie officielle. Et c'est exactement ce que je désire. Le tournoi amical de Skolimov eut lieu 2 jours après l'installation de Malagnac à Constantinople. La rencontre commença par un simple au cours duquel Vrobel, le champion de Pologne, infligea une défaite complète à son adversaire. Après la pause, le double mixte qui devait opposer d'une part Vrobel et Mademoiselle Antonova contre Maya et Klonovits commença enfin. Ça va Maya, t'es en forme? Ça va. J'espère qu'on va les battre à plat de couture. Le match venait à peine de commencer quand soudain Maya fit une chute. Klonovits accourut à son secours, mais elle se releva sans son aide. Pourtant, dès qu'elle se mit à marcher, on s'aperçut qu'elle boitait. Ça me fait horriblement mal. Ça va aller? Je crois que je vais pas pouvoir continuer. On va enlever la chaussure. Ah là là, j'ai trop mal à la cheville. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de remplaçant. Vous n'avez rien de grave au moins. Oh non, mais j'ai dû me froisser un muscle. Je suis désolée, hein, mais je peux vraiment pas continuer. On ne peut pas interrompre la réunion, le public a payé. J'ai peut-être une solution à vous proposer. Un de mes amis m'a accompagné, il est dans les tribunes. Prenez-le à ma place. C'est un bon joueur. Qui est-ce? Il s'appelle Valchak. Valchak? Oui, tu as fait 2-3 jeux d'essai avec lui, tu te souviens pas? Si, il est pas capable de tenir la partie. Oh, à l'époque, il était pas en forme, mais maintenant, je vous le garantis. J'ai joué plus d'une fois avec lui, il joue mieux que moi. Vous pouvez risquer le coup sans crainte. Hein. Oui, je me souviens de lui à présent. C'est peut-être une idée. Et au cas où il se révélerait vraiment nul, toi, Vrobel, tu n'auras qu'à jouer sur Klonovits. Oui, c'est bien joli tout ça. Mais est-ce qu'il va accepter? Accompagnés de Maya, Przyzwinski et Klonovits allèrent aussitôt trouver Valchak et lui firent signe de descendre des tribunes. La raison pour laquelle Maya s'était tordu le pied leur devint alors tout à fait claire. Il suffisait de les regarder. Les 2 hommes avaient vaguement entendu parler des étranges aventures de Mademoiselle Okolovska. À présent, ils n'avaient plus le moindre doute. Si elle était mêlée à quelque amourette, ce ne pouvait être qu'avec ce jeune homme. Quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient plus reculer. Le public commençait à s'impatienter. Okolovska s'étant blessé, Mademoiselle Okolovska s'étant blessée, Monsieur Marian Valchak
Monsieur Marian Valchak jouera à sa place. Jouera à sa place. Mesdames, messieurs, Surtout Valchak, ne me gênez pas. Essayez de jouer le moins possible. Les premiers moments du match furent sans grand éclat. Les joueurs s'observaient avec prudence. Puis, au grand étonnement des spectateurs, au fur et à mesure que le jeu s'installait, un duel au filet s'engagea entre Wrobel et Valchak. Lors du second set, Valchak s'imposa à tel point que Wrobel joua uniquement sur lui. De ce fait, Knodowitz et Mademoiselle Antonova furent complètement éliminés de la partie. Devant une telle situation, les spectateurs réagirent très vite. Il ne pouvait plus être question de continuer ce double. Ensemble, s'il vous plaît. Monsieur l'arbitre, ensemble. À la demande du public, le double est suspendu. Nous allons assister à une partie entre messieurs Wrobel et Valchak. En place, messieurs, au service. Dès les premières balles, il fut évident que le champion de Pologne n'avait pas la moindre chance, et c'est dans un silence de mort que le public assista à la défaite de son favori. À la fin de la partie, battu en 3-7 par 6-0 à chaque fois, l'air fut brusquement secoué de hurlements et de bravos. On porta Valchak en triomphe. On n'avait plus Dieu que pour lui. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Avec Valchak, Miglen Mirchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu. Et Tonia Galiewski, Laurence Mayor, Nicolas Gonzalez, Guy Lamarck, Jean-Paul Racodon, Jean-Claude Bourbeau, Bergamote Ebrard, Mehdi Daouki, Jérémy Delimbeuf. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Vous voyez cette fenêtre au premier étage avec le balcon? Oui. C'est la chambre de Malagnac. Comment allons-nous faire? J'attendrai que tout le monde soit couché, puis j'irai jeter un coup d'œil dans sa chambre pour voir s'il dort. Si oui, je vous ferai un signal en allumant une allumette à ma fenêtre. Vous resterez à l'étage? C'est la meilleure solution au cas où quelqu'un m'appellerait. Alors c'est moi. Oui. Regardez, avec la glycine, c'est très facile d'atteindre le balcon. Vous entrerez par la porte-fenêtre. Il la laisse toujours entrouverte. Quand vous aurez pris le portefeuille sous son oreiller, vous irez le remettre à la personne qui attendra dans une voiture, à l'entrée du parc. Après qu'elle ait étudié le document qui s'y trouve, vous n'aurez plus qu'à revenir, me lancer le portefeuille que j'irai remettre sous l'oreiller. Si quelque chose ne marche pas, j'allumerai ma lampe et je baisserai mon store à moitié. Bon, d'accord. Réglons ça aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, le plus vite possible. Ce soir même. Maintenant, il faudrait que je connaisse la disposition de la chambre. Je vais vous faire un croquis. Vous avez quelque chose pour écrire? Oui, je dois avoir un crayon. Tenez. Tout en lui posant quelques questions, Valchak étudia alors avec attention le croquis de la chambre de Malagnac que Maya venait de faire. Ensuite, ils se séparèrent et tandis que Maya gagnait la propriété, Valchak s'occupait de louer une chambre dans une pension voisine. Dès qu'il fut seul, il s'allongea sur son lit. Il ne pensait pas du tout à son triomphe contre Wrobel. Le tennis ne l'intéressait plus. Il savait qu'il aurait pu l'emporter sans couper systématiquement ses balles, sans recourir à cette sorte de tricherie en somme. Le résultat aurait été moins éclatant, mais du moins honnête. Tant pis, pensa-t-il, les dés étaient jetés. Dorénavant, il serait obligé de truquer car le public exigerait constamment des victoires fracassantes. Quant au vol qu'il allait commettre, là encore, tant pis, pensa-t-il. Il volerait ce portefeuille.
Il fallait croire que c'était écrit qu'il ne pouvait être uni à Maya que par de tels liens. Qu'importe. Désormais, pour rien au monde, il ne la quitterait. La nuit venue, il emprunta l'allée plantée d'arbres qui conduisait à la villa de Malagnac et s'arrêta au milieu de la verdure. Son attente fut de courte durée. Une faible lueur brilla bientôt à l'une des fenêtres du manoir. C'était le signal. Parvenu sur le balcon, il pénétra sans bruit dans la chambre. Immédiatement, il fut frappé par le silence qui y régnait. Prudemment, il avança jusqu'au lit. Dans la pénombre, il distingua le corps du dormeur, puis son visage. C'est alors qu'il aperçut Malagnac qui le regardait fixement. Saisi de panique, Valchac recula précipitamment. Dans son mouvement pour s'enfuir, il heurta une lampe qui tomba avec fracas. La tête de Malagnac ne bougea pas. Il le regardait toujours de ses yeux écarquillés. Qu'est-ce que vous savez? Sans trop savoir ce qu'il faisait, Valchac se rua sur lui et lui secoua le bras. La tête de Malagnac glissa alors lentement sur le côté. L'homme agonisait. Quelqu'un l'avait étranglé avec une corde. Valchac se précipita alors vers la fenêtre, franchit le rebord, sauta à terre. C'est Maya qui l'a étranglé, pensa-t-il éperdu, tout en s'enfuyant droit devant lui. Au même moment, Maya aperçut Valchac qui s'enfuyait dans l'allée. Folle d'inquiétude, elle résolut de pénétrer dans la chambre. Elle se sentit défaillir lorsqu'elle découvrit Malagnac gisant sur son lit, étranglé par un nœud coulant. Que s'était-il passé? Elle n'eut guère le temps de s'interroger que déjà quelqu'un frappait à la porte. C'était la marquise d'Imidli. Dans les minutes qui suivirent, toute la maison était sur pied et la police sur place une demi-heure plus tard. Qui a découvert le cadavre? C'est moi, monsieur le commissaire. Lorsque je suis entrée dans la chambre, monsieur Malagnac était déjà mort. Et pourquoi êtes-vous entré? J'ai cru entendre quelqu'un pénétrer par la fenêtre. La fenêtre était ouverte. Oui. Elle ment! Mon oncle fermait toujours sa fenêtre la nuit. C'est elle qui l'a tué. C'est elle! Oh, mon Dieu, mon Dieu! Je savais depuis longtemps que ça... Je vous en prie, madame, du calme. Regardez, commissaire. La tête de la victime est complètement remontée vers le haut du lit. C'est vrai. On dirait presque que le meurtrier a étranglé sa victime en la tirant vers le mur. Monsieur le commissaire, nous avons relevé des traces très nettes sous la fenêtre. Quelqu'un est passé par là. Merci. Voyons voir, reprenons. Mademoiselle Okolovska, quelle heure était-il lorsque vous avez entendu ce bruit? Une fois établie la preuve que le meurtrier était venu de l'extérieur, le commissaire autorisa Maya à quitter la villa. Elle était exténuée. Une seule pensée l'obsédait. Comment Valchac, car ce ne pouvait être que lui, avait-il pu commettre un pareil crime? Il fallait absolument qu'elle lui parle au plus vite. Mais elle ne le trouva nulle part, ni à la pension, ni à Varsovie, où elle se rendit dès le lendemain. Elle le cherchait déjà depuis 2 jours lorsque, dans le tramway qui la conduisait à travers la capitale, un homme assis en face d'elle lui adressa la parole. Pardonnez-moi, mademoiselle. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Pardon? Vous allez déchirer complètement la manche de votre veste si vous continuez à tirer ainsi sur les fils. Ah, oui, en effet. Je m'appelle Ince. Maya tressaillit.
C'était le nom d'un savant dont les travaux sur la télépathie faisaient autorité dans le monde. Par-dessus le marché, c'était aussi un voyant très connu dont les dons peu communs avaient à maintes reprises créé une véritable sensation. Oui. Je suis justement le Ince auquel vous pensez, mademoiselle. Il m'apparaît que vous avez bien des soucis. Vous ne vous trompez pas, monsieur. Si vous le désirez, nous pourrions bavarder un peu ensemble. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Maya hésita. Était-il prudent de se confier à cet inconnu? Mais d'un autre côté, n'était-il pas sans doute le seul à pouvoir l'aider? Elle finit par accepter. Ils descendirent de tram à l'arrêt suivant et s'installèrent dans un café. Je suis à la recherche de quelqu'un. Je peux peut-être vous aider. Auriez-vous un objet lui appartenant, l'objet que cette personne ait touché? Avez-vous quelque chose de ce genre? Malheureusement, non. Ah, si, je dois avoir un crayon qui lui appartient. J'ai oublié de le lui rendre. Tenez, le voici. Merci. Il porte des traces de morsure. Bien, je vais me concentrer. Je vois un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il marche sur une route. Je ne vois pas la direction. Ah, si. Je vois une borne. Elle indique le kilomètre 157. Le garçon est fatigué, très fatigué. Il y a quelque chose autour de lui, ou en lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sa vie est en danger. Oh, vous êtes certain? Malheureusement, oui. On ne peut pas le laisser dans cette situation. Il faut le retrouver au plus vite. Vous parliez du kilomètre 157. Pouvez-vous me décrire le paysage aux alentours? C'est une région très boisée, des étendues d'eau. Oh, je crois deviner où cela se trouve. Le chemin de Polica, où ma famille possède un domaine, rejoint la grande route de Lublin au kilomètre 162. Nous n'avons pas le droit d'ignorer cette piste. Le temps d'aller chercher quelques affaires, retrouvons-nous ensuite à la gare et prenons le premier express. Vous venez avec moi? Naturellement. Je ne sais pas si je pourrais... Je vois à quoi vous faites allusion. N'ayez crainte, je ne vous prendrai pas d'honoraires, d'autant que si je m'intéresse à vous, c'est que vous constituez pour moi un objet d'étude de premier ordre. Et voilà. Je vous ai tout raconté. Vous en savez maintenant autant que moi. Ce qui me bouleverse le plus, c'est que Valchak et moi, nous possédons des natures identiques. S'il a tué, et selon toute vraisemblance, c'est lui l'assassin de Malagnac, c'est que moi aussi, j'aurais très bien pu en faire autant. N'exagérons rien. Tuer quelqu'un n'est pas aussi simple que ça. Disons que s'il vous ressemble vraiment autant que vous le dites, la raison de votre néfaste influence réciproque s'explique très bien. Lorsqu'un tempérament vif, passionné, en rencontre un qui lui soit proche, son impétueuse énergie s'en trouve multipliée. Il vous excite, vous l'excitez à votre tour. Et si cette énergie n'est pas tournée vers le bien, elle se transforme en élément destructeur. C'est ce qui a dû se produire dans votre cas. Oui, tout serait clair s'il ne s'y mêlait certains facteurs d'un autre ordre. Puis-je vous parler franc? J'ai l'impression que ce garçon est envoûté. Vous croyez aux envoûtements? Mais non, mais c'est horrible. Je vous en prie, sauvez-le. Une fois arrivés à destination, ils n'eurent aucun mal à recueillir des informations. Quelqu'un qui ressemblait à Valchak était en effet arrivé par le train du matin pour se diriger ensuite vers le domaine de Polica. Sans perdre un instant, Inks et Maya sautèrent dans un fiacre. Une dizaine de kilomètres plus loin, ils croisèrent des ouvriers qui rentraient chez eux. Oh! 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 Ça va, jeune fille?
Dites-moi, n'auriez-vous pas vu un jeune homme d'une vingtaine d'années sur cette route? Oui, il se dirigeait vers Kopritch. Comme qui doit être fou. Pourquoi vous dites ça? C'est qu'à un moment, il s'est approché de moi et m'a demandé l'heure. Je lui ai répondu en tout bien tout honneur. Alors il m'a marché sur le pied avant de briser les orteils. Et il ne l'a peut-être pas fait exprès? Allons donc, il l'a fait exprès. Il m'a écrasé les orteils avec son talon en tournant le pied. C'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. Ah. Il a perdu la raison. C'est pire. Ce détail prouve que le contrôle de ses actes lui échappe complètement. Dans ces conditions, à quoi bon le rechercher? Il faudra de toute façon le livrer à la police. Une fois arrivés à Coprisby, Hinz et Maya se rendirent directement à l'unique auberge de la petite ville. Interrogé, l'aubergiste leur apprit qu'un jeune homme du nom de Marian Valchak était arrivé il y avait peu de temps et qu'il était monté dans la chambre qu'il venait de louer. Hinz estima plus raisonnable d'attendre le lendemain matin pour lui parler. À son tour, il retint des chambres et proposa à Maya de passer aussitôt à table. Ils en étaient au plat de viande quand tout à coup Valchak entra dans la salle à manger. Il s'assit à une table près d'une fenêtre. Par bonheur, une joyeuse compagnie composée de fermiers éméchés les dissimulait à sa vue. Maya, en l'apercevant, eut le souffle coupé. Il avait l'air exténué. Il se mit à manger, mais au bout d'un instant, il repoussa son assiette. Son regard s'était rivé sur un attrape-mouche qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre à côté de lui. Sur le papier couvert de colle, des dizaines de mouches luttaient contre la mort. Valchak fit signe au patron. Apportez ça d'ici. L'attrape-mouche? Ben, pour le mettre où? Ça m'est égal, mais que je ne l'ai plus sous les yeux. Dépêchez-vous. L'aubergiste obtempéra en maugréant et accrocha le tue-mouche sur la fenêtre boisie. Il se passa alors une chose étrange. Valchak se leva, s'approcha du tue-mouche et se mit à écraser du doigt chacune des mouches, l'une après l'autre. Monsieur tue les mouches. Au moins qu'elle ne souffre pas. Oh, ça va comme ça. Taisez-vous. Mais taisez-vous donc. Mais il va le tuer. Oh. Non mais... Après avoir cherché Valchak en vain aux alentours de l'auberge pendant un bon moment, les paysans finirent par se disperser. Alors seulement Hinz et Maya gagnèrent leur chambre. Cependant, le lendemain matin vers 7 heures, l'aubergiste frappait à la porte de Maya. Un fermier désirait entretenir mademoiselle Okolovska d'une affaire urgente. Voilà, je m'appelle Hendrix et je suis venu pour vous dire que le monsieur qui s'est battu hier soir, il est chez moi maintenant. Et où l'avez-vous? À 5 km d'ici, à la lisière du bois, à Zenix. Il est en train de dormir, mais j'ai dit à ma femme de le surveiller. Qui vous a dit de venir me trouver? Il y a pas loin de chez moi, au domaine de Polika. Et j'ai aperçu quelquefois mademoiselle qui parlait avec ce monsieur, c'est pour ça. Monsieur Hitz! Monsieur Hitz, il y a du nouveau! Valchak s'est réfugié chez un paysan! Croyez-moi, si j'avais pas été là, ça serait fini de lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce matin, à l'aube, je me suis rendu dans la forêt de Polika pour avancer du bois mort. Et voilà que j'aperçois quelqu'un dans un fourré qui a accroché sa ceinture à une branche. J'ai tout de suite compris ce quand même. Alors j'ai tout fait. Le voilà qui reste quoi, et moi aussi. Et finalement, je vois qu'il se rapproche, et figurez-vous qu'il se colle à moi. Je ne comprends pas. Comment dire... Oui, il se colle à moi. Après, il m'a suivi jusqu'à la ferme, et toujours collé à moi. Tiens, nous voici rendus à la ferme, je vais aller le chercher. Non, attendez un instant. Il ne faut pas qu'il nous voie. Nous allons rester derrière cette haie, et vous le ferez sortir dans la cour. Entendu?
observé son comportement. Ah, le voilà. Ah, c'est pourtant, va regarder. On dirait qu'un mystérieux aimant l'attire vers ce paysan. Il semble épuisé. Oui. Il peut à peine marcher. Il faut absolument qu'il se repose. Que diriez-vous si nous demandions à ce paysan de l'amener chez vous? Maya ne fit aucune objection. 1 heure plus tard, Valchak était à Polika. Il ne reconnut même pas le manoir. Et tombant de fatigue, perdit connaissance dès qu'on l'eut mis au lit. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcel. Avec Valchak, Miglen Mirtchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Inks, Daniel Königsberg. Et Vincent Masquelier, Kata Varga, Pierre-Olivier Brandly, Nicolas Gonzalez, François Monnier, Bergamote Ebrard. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Chaizon Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Ne bougez pas. Restez allongé. Qui êtes-vous? Un ami. Je suis là pour vous aider. Où suis-je? À Polika. Polika. Oui. Hier, je me souviens. Les paysans. Je me suis battu, n'est-ce pas? Elle est ici. Vous désirez la voir? Non, non. Je vais m'en aller. Bien sûr. Mais tout d'abord, j'aurais juste une petite question à vous poser. Où avez-vous trouvé ce crayon? Montrez. Au château de Misloch. J'y suis allé une fois. Et je l'ai trouvé par terre. Dans une salle blanche. Ça doit être la même salle que celle dont je rêve parfois. Laissez-moi. Je vais dormir. Une dernière précision. Vous souvenez-vous avoir mordillé ce crayon? Je ne sais pas. Si, je fais ça d'habitude. Laissez-moi maintenant. Je suis tellement fatigué. Ainsi, ce crayon provient de Misloch. Oui, d'une salle blanche, paraît-il. C'est étrange. Moi-même, j'ai souvent rêvé d'une pièce toute blanche. Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Je n'en sais rien. Mais peut-être que le professeur Skolinski, dont vous m'avez parlé, pourrait nous éclairer. Vous avez raison. Allons à Misloch. Il me semble que j'entends des voix. Cela vient de la salle à manger. Regardez, la porte est légèrement entrebâillée. Oui, j'aperçois le professeur. Je vais essayer de lui faire signe. Ça y est, il m'a vu. Prince, permettez-moi de me retirer. Je ne me sens pas très bien. Je vous ai aperçu. Que faites-vous ici?
Il faut absolument que nous vous parlions. Pouvez-vous venir avec nous à Polika? Oui, mais pas trop longtemps. Alors partons tout de suite. Je vous présente Monsieur Hinks, le célèbre voyant qui a accepté de venir. Heureux de faire votre connaissance. Moi-même, Madame Okolowska m'a beaucoup parlé de vous. Nous avons hâte, professeur, de savoir ce qui s'est passé ici depuis le départ. Voilà, je vous ai fait le récit de tout ce qui m'est arrivé dans ce séjour d'épouvante. Ce que vous venez de dire, professeur, confirme ce que je pensais déjà. Des éléments mystérieux agissent ici. Vous devez prendre garde à vous. Certainement. D'autant que ma résistance diminue et que chaque jour, je sens augmenter un peu plus la pression de ces forces mystérieuses. Vous qui êtes un expert dans ce domaine, croyez-vous qu'on puisse donner une explication rationnelle à tous ces phénomènes? Vous pensez à la serviette? Entre autres, oui. Certes, je l'avoue, ce phénomène me semble pour le moins énigmatique. Mais d'un autre côté, toute personne qui a participé à des séances de spiritisme sait que des forces inconnues peuvent sauver des objets, voire déplacer des meubles. En ce qui concerne notre affaire, la seule hypothèse que je puisse formuler pour l'instant, c'est que quelqu'un, peut-être autrefois pour une raison que nous ignorons, communiquait dans une tension prodigieuse de ses forces vitales une puissante énergie négative à cette serviette. J'ai le sentiment que nous sommes en présence d'un cas de ce genre. Et d'ailleurs, conséquence logique à cette hypothèse, on peut supposer qu'une partie de ce fluide maléfique a dû imprégner aussi ce fameux crayon et ainsi se transmettre à Valchak, d'où son étrange comportement, l'horrible bleuissement de ses lèvres. Mais excusez-moi, Monsieur Hinks, le professeur lui aussi est exposé à cette force. C'est juste. Certes. Mais vous avez lutté, n'est-ce pas, professeur? Ce qui apparemment n'a pas été le cas de ce malheureux Valchak. Il a dû être contaminé pour la bonne raison qu'un déplorable concours de circonstances l'a fait douter de lui-même et de ce fait l'a amoindri. Vous croyez? Oh, c'est affreux. Je me sens responsable de cette situation. Ne vous laissez pas abattre, mademoiselle, nous allons lutter. Merci, Monsieur Hinks. Il est tard à présent, voulez-vous que nous passions à table? Le dîner va être servi. Je vous présenterai au pensionnaire. Vous venez avec nous, professeur? Ce Hinks, vous l'avez reconnu? Ouais, non, mademoiselle Vigisk. Ah, mais c'est un célèbre chiromancien. J'ai vu sa photo dans les journaux. Cher professeur Skolinski, vous nous avez manqué. C'est une bonne surprise de vous revoir. C'est vrai, nous croyions que vous étiez rentré à Varsovie. Je me suis lié d'amitié avec le prince Olshansky et, n'est-ce pas, je suis resté sur sa demande et étudier les archives de Miss Lodge. Eh bien, moi, il faudrait me payer très cher pour séjourner dans un pareil endroit. Le dîner terminé, le professeur Skolinski regagna discrètement le château de Miss Lodge. Quant à Hinks et Maya, ils furent d'accord pour aller réveiller Valchak, qui depuis 2 jours, retiré dans sa chambre, demeurait dans un état de profonde prostration. Mais ils n'eurent pas à se donner cette peine. La chambre était vide. Valchak avait disparu. Après un moment de stupéfaction, Hinks et Maya décidèrent de se rendre chez Hendricks. Peut-être s'était-il réfugié chez le fermier. Leur intuition était juste. Valchak s'y trouvait. Dès qu'il aperçut Maya, il se mit à hurler comme un démon. Non. Elle recommence. Elle recommence, je ne veux plus la voir, non. Marianne, par pitié. Je ne veux plus. C'est elle. Elle qui a tué Malagnac. Elle l'a tué. Elle l'a tué. Il se mit alors dans une telle fureur qu'on fut obligé de le maîtriser et de l'enfermer dans une grange. Lorsqu'il se fut un peu calmé, Hinks vint le trouver et lui raconta tout ce qu'il avait appris de Maya et du professeur. Enfin, il fit allusion à son étrange comportement. Je crois que vous êtes envoûté. Envoûté? Oui. Vous êtes le jouet d'un esprit mauvais. Mais nous allons lutter pour vous en délivrer. C'est pour cela que malgré moi j'ai suivi ce paysan alors? Peut-être. Y a-t-il quelque chose de spécial qui vous attire en lui? Je ne sais pas. Voyons, autre chose. Est-ce que dans vos moments de crise, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous en souvenez-vous au moins? Je m'en souviens. Mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme si j'étais ivre. À quel moment cela a-t-il commencé? Après le meurtre de Malagnac. Pourquoi l'avez-vous tué? Mais ce n'est pas moi!
C'est elle qui l'a tué, c'est elle! Elle seule! Du calme, du calme. Quelle raison aurait-elle eu de le faire? Et moi alors? Non, c'est elle! Et moi, je vous affirme que ce n'est pas elle. Peut-être aviez-vous déjà perdu la tête à ce moment. Non. Non. J'étais parfaitement lucide. Je me rappelle de tout très clairement. Je sais même comment elle a fait. Au moment où je suis entré dans la chambre, j'ai tout de suite remarqué l'horrible système qu'elle avait mis en place. Elle a étranglé depuis la pièce voisine avec une corde qu'elle avait passée par une fente. Une fente? Oui. Vous voulez dire qu'il y avait un trou dans le mur? Oui. Donc, si je comprends bien, à aucun moment vous n'avez vu Maya alors? Non. Non, mais c'est elle. C'est elle. Aucun doute possible. Dans les jours qui suivirent, Hinks ne relâcha pas sa fébrile activité. Lui seul, pensait-il, pouvait tenter d'éclairer la situation. Tout d'abord, il écrivit une lettre aux autorités chargées de l'enquête sur le meurtre de Malagnac. Monsieur le juge d'instruction, en raison d'affaires extrêmement urgentes, je ne peux malheureusement me présenter en personne devant vous, mais j'estime de mon devoir de vous faire part d'une intuition qui m'a visité à propos du meurtre de Malagnac. La thèse actuelle des enquêteurs est, on le sait, que le meurtrier aurait pénétré par la fenêtre. Cependant, on ne parvient toujours pas à expliquer pourquoi il s'est servi d'un nœud coulant. La position du corps, et en particulier celle de la tête, présente des difficultés pour les policiers. Je me permettrai donc de vous conseiller vivement de soumettre à un examen minutieux le mur qui sépare la chambre de Malagnac de l'antichambre. Admettez un instant, s'il vous plaît, l'hypothèse selon laquelle le meurtrier aurait commencé par passer le nœud coulant au cou de Malagnac endormi, puis aurait introduit le bout de la corde dans une fente, aurait ensuite gagné l'antichambre et de là aurait tiré sur la corde. J'estime, dans les circonstances actuelles fort indiquées, de suivre cette idée comme si elle était recevable, car j'ai la conviction que les choses ont dû se passer ainsi. Je vous serai reconnaissant de m'informer sans retard des résultats de vos recherches, ce qui... Sa lettre terminée, Hinks s'arrangea pour faire savoir au professeur Skolinski qu'il avait besoin de le voir de toute urgence à Polika. Je suis content que vous ayez pu venir, professeur. J'ai décidé de tenter une expérience décisive. Je vais organiser une séance de spiritisme avec Valchak comme médium. Une fois le garçon endormi, je serai peut-être en mesure de me faire une idée plus nette des forces qui l'envoûtent. J'aimerais que vous soyez à mes côtés. Vous pouvez passer la soirée ici? Ma foi, je suis curieux de voir cela. Merci, professeur. Je vais expliquer mon projet à Valchak ensuite, s'il accepte. Je mettrai les pensionnaires au courant. Par contre, je demanderai à Maya de ne pas assister à cette séance, c'est plus prudent. Nous commencerons par une séance ordinaire à la soucoupe. Vous savez, on pose une soucoupe sur une feuille de papier sur laquelle on a tracé des lettres de l'alphabet. Ainsi, on peut déchiffrer le message des esprits. Nous pourrions faire ça après le dîner. La soucoupe s'est arrêtée sur le F. Maintenant, sur le R. Et le A. Et le L. Et à présent, Franc. Ça ne veut rien dire, Franc. Franc. Elle n'en démord pas. Silence, je vous prie. Il faut absolument identifier l'esprit.
Comment t'appelles-tu? Même si elle se calmait, elle ne pourrait rien nous dire. Regardez, certaines lettres sont presque effacées. Vous avez raison. Inks sortit le crayon que Valjac avait trouvé au château de Miss Lodge et se mit en devoir de rendre lisibles les lettres effacées. C'est à cet instant que l'idée lui vint de tracer une cédille sur le C. La séance reprit, et tous posèrent de nouveau l'index sur la soucoupe. Elle se mit alors à bouger comme une véritable furie, et compléta aussitôt la syllabe franc, ce qui donna le prénom François. Puis elle échappa aux doigts des participants, fit un bond prodigieux, et s'écrasa sur le sol. C'est horrible. Il est blême. Taisez-vous. Il veut parler. Tu l'auras voulu depuis le temps que tu m'as fait enfermer ici, dans la vieille cuisine. C'est à ce prix que je pardonne, à moi comme à toi. Regardez, professeur, il se passe les doigts dans le cou. Oui, et à présent on dirait qu'il se fourre quelque chose dans la gorge. Il est tout violet. Faites quelque chose. Restons pas là. Quelle horreur! Réveillez-vous, Valjac. Je vous l'ordonne. Il est en train de s'étouffer. Réveillez-vous. Ça y est, il est inconscient, mais hors de danger. Aidez, professeur. Aidez-moi à le transporter dans sa chambre. Voilà. Laissons-le se reposer. Pas de doute possible. C'est François, le fils du prince, qui vient de s'incarner en Valjac. Mais c'est effrayant. C'est peut-être effrayant, mais cela nous a permis d'apprendre ce qui s'est probablement passé autrefois dans la vieille cuisine. Cela a dû commencer par une discussion entre le prince et François, et cela s'est terminé par le suicide du garçon. Pour ce faire, je présume qu'il a utilisé la fameuse serviette. C'est elle, j'en ai la certitude, qu'il s'est enfoncé dans la gorge. Pourquoi le prince ne l'aura-t-il pas empêché? Alors ça, ça va bien. En tout cas, ce geste des doigts sur la gorge est sûrement le signe que nous cherchons. Qu'en pensez-vous? J'ai 1000 fois fait l'épreuve d'un tel geste, aussi bien avec le prince qu'avec Madame Tsiolkovska. Et chaque fois en vain. D'ailleurs, ce n'est pas un signe de pardon, mais plutôt celui d'une menace. Regardez, je fais le même geste que lui, comme ça. Non, c'était pas du tout ça. C'est pas ça qu'il a fait. Non. J'y suis. Il a fait ce geste avec la main gauche. Vous avez raison. Le fils du prince devait être gaucher. Il faut vérifier cela tout de suite. Maya, restez ici à Polika et évitez de vous montrer à Valjac. Quant à nous, allons voir immédiatement Madame Tsiolkovska. Venez, professeur. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marsay. Avec Valjac, Miglen Mirtchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Inks, Daniel Königsberg. Le professeur Skolinski, Hervé Furic. Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu. Le prince, Pierre Bayot. Et Bernadette Le Sachet, Fred Ulysse, Jean-Paul Racodon, Jean-Claude Bourbeau. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Chaizon Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre.
premier. Laissez-moi. Vous pensez vraiment que c'est moi qui ai tué Malagnac? Que ce soit vous, non. Ça m'est égal. Pourquoi dites-vous cela? Tout simplement parce que je suis perdu. Ce n'est pas ma faute. Pas votre faute. Alors à qui la faute? Ce n'est pas vous qui m'avez tenté de toutes les façons possibles. Vous savez très bien que je n'ai pas été contaminé par l'esprit mauvais à cause du crayon, mais par le vôtre. C'est en vous qu'il réside depuis le début. Quand vous m'avez incité à tuer l'écureuil, à voler le portefeuille de Malagnac quand vous avez fait de moi votre complice. Si j'ai joué ce match ignoble, c'est aussi à cause de vous. Taisez-vous. C'est faux. Je vous en prie. Oublions un instant tout cela. J'espérais tellement parler d'autre chose avec vous. Je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez rien à me dire. Eh bien, moi si, figurez-vous. Je vous aime. Je vous aime et vous aussi vous m'aimez. Je le sais. Éloignez-vous. Ce n'est pas le moment de me compter fleurette. Il y a un point, ce qui peut-être est aussi en vous. Si c'est en moi, c'est aussi en vous. Comment savoir si c'est vous qui parlez maintenant? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit vous. Si vous voulez m'aider, laissez-moi, je n'en peux plus. Sortez. Bouleversée, Maya obtempéra. Une fois dans le couloir, il lui fallut un bon moment avant de comprendre ce que Valchak venait de lui dire. Ainsi, il a soupçonné ni plus ni moins d'avoir en elle ce même esprit mauvais, ce même mal. Voilà ce qu'il imagine, pensa-t-elle avec tristesse. Il avait peur d'elle. Et elle avait peur de lui. Voilà où ils en étaient. Elle n'avait pas encore retrouvé son calme lorsque soudain elle entendit des pas qui s'approchaient. Excuse-moi d'être venu. Mais je dois absolument te parler. Tu n'as rien à faire ici. Je ne suis plus votre ami. Ni à toi, ni à Valchak. J'ai beaucoup changé. Où veux-tu revenir? Tu n'ignores pas ce qui se passe dans la vieille cuisine. En effet. Écoute bien. Avant-hier, j'y ai passé la nuit. Maintenant, je sais tout sur cette serviette. Je suis venu spécialement t'en avertir car ce qui se passe a une relation avec toi. Tu dis cela pour m'effrayer. Quelle relation d'abord? Inutile de me poser des questions. Cela ne peut s'exprimer avec des mots. Tout ce que j'ai à dire, c'est que cela te concerne, toi, mais aussi Valchak. Et pourquoi voudrais-tu nous aider? La seule chose que je puisse te dire, c'est que si tu ne t'y rends pas toi-même tout de suite, rien ne pourra vous sauver. Tu entends? Rien, ni personne. Bien que Maya éprouvât la plus extrême méfiance envers son ex-fiancé, elle comprit qu'elle devait y aller.
C'était peut-être un piège, mais c'était aussi probablement le seul moyen qu'elle avait de se sauver, elle. Et Valchak avec. Car tant qu'elle ne saurait pas, elle vivrait dans le doute et ne pourrait trouver un instant de paix. Elle proposa à Kolavitsky de partir sur le champ. Tandis que Kolavitsky et Maya gagnaient Misloch, Hinks et le professeur Skolinsky sortaient désappointés de chez Madame Ziolkowska. Visiblement, la gouvernante n'avait rien voulu dire de plus. Nous sommes venus pour rien. Oui. Nous n'avons plus qu'à rentrer. Vous me déposerez en cours de route. Voilà. Et je vais descendre ici. Je suis à 5 minutes de Misloch. Il est grand temps que je reprenne mon poste. Voilà. Doucement. Ma parole, monsieur Grégoire. Je vous cherchais partout, monsieur le professeur. Que se passe-t-il? Ça va mal. Monsieur le secrétaire a passé toute la nuit dans la vieille cuisine. Vous êtes certain de ce que vous dites? Bien sûr, monsieur. C'est madame qui m'a regardé sans me voir qu'il a éclaté d'un drôle de rire. Ne me dérangez pas, Grégoire, qui m'a dit après, j'ai des comptes à régler. Tout à l'heure, il s'est fait sceller un cheval. Il est parti en direction de Polika. Je me suis alors dit qu'il fallait que je vous prévienne au plus vite. En chemin, un paysan m'a signalé que vous étiez allé de ce côté, alors je vous ai attendu. Merci, Grégoire. Bonsoir, monsieur X. Je rentre au plus vite à Misloch. Je pense que nous n'allons pas tarder à nous revoir. Vous avez raison. Les choses se précipitent. Bonsoir, professeur. De mon côté, je rentre à Polika. Mademoiselle Maya n'est pas là, monsieur Hinks. Elle est partie avec monsieur Kolavitsky. Qu'est-ce que vous dites? Il est resté longtemps ici? Non, juste le temps de parler avec mademoiselle. Ensuite, ils sont partis. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle reviendrait demain matin. Il y a aussi notre maîtresse qui est rentrée de Varsovie. Mais que se passe-t-il? Pourquoi voulez-vous donc tous partir immédiatement par le train de nuit? Où est passée Maya? Mesdames, monsieur le conseiller, je vous en prie, attendez au moins jusqu'à demain matin. Impossible, madame, pour des raisons personnelles. Je dois partir sur le champ. Attention. Je suis désolé, moi non plus, je ne peux pas rester. Et moi de même, pour la bonne raison que je m'occupe de ces dames. Ah, monsieur Hinks, je suppose. En effet, mes hommages, madame. J'arrive il y a un quart d'heure de Varsovie où je me suis rendue à cause de cette affreuse histoire de Malagnac. Je n'y ai pas trouvé Maya et je suis rentrée. Il paraît que c'est vous qui l'avez amenée. Pourquoi à présent veulent-ils tous partir? Je ne comprends pas. Je crains malheureusement, madame, d'en être le responsable. J'ai commis l'imprudence d'organiser une petite séance de spiritisme. C'est cela, j'en ai bien l'impression, qui provoque tous ces départs. Savez-vous au moins où est Maya? La même question torturait l'esprit de Hinks. Aussi, après avoir réconforté de son mieux Madame Okolovska, se précipita-t-il dans la chambre de Valchak pour l'interroger. Le jeune homme grommela d'un ton apathique qu'il n'en savait rien. Sans plus s'attarder auprès de lui, Hinks alla discrètement trouver Mariette. Y a-t-il des armes ici? Il y a le revolver de notre défunt maître et un fusil de chasse. Apportez-les-moi, Mariette, sans que madame ne s'en aperçoive, et des cartouches aussi. Les chevaux attendaient au bas du perron, et les hôtes de la pension s'apprêtaient déjà à monter dans la calèche quand Hinks, chargé du fusil et du revolver, fit irruption parmi eux. Avant qu'il n'eût eu le temps de réagir, il jetait dehors leurs bagages et criait au cocher de partir immédiatement pour Misloch. La voiture s'ébranlait déjà quand Hendrix, surgissant d'on ne sait où, sauta sur le marchepied. Montez, je suis pressé. Où allez-vous? À Misloch. C'est justement le château qui me trotte dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? Depuis que le jeune monsieur s'est mis à me coller, je passe tout mon temps à avoir drôle d'oreille. Comme si j'avais oublié quelque chose par rapport au château. J'en ai parlé avec ma femme. Eh ben, un jour hier, envoyé au travail, je suis donc venu à Polika pour vous demander conseil. C'est sûr, il doit y avoir anguille sous roche. Dites-moi, est-ce que vous ne seriez pas gaucher par hasard? Ah, c'est sûr, je suis plus à droite de ma main gauche. Si c'est ça que vous voulez dire. Allez, montez! Oh, vite!
Ah, monsieur Hinks, quelle chance que vous soyez venu. Justement, Grégoire et moi allions partir vous chercher. C'est terrible. Maya est au château avec Kolavitsky. Des paysans les ont vus arriver. Impossible d'entrer. Je suis au courant. Venez, approchons-nous du château. Vous venez nous rendre visite? Mademoiselle Okolovska est-elle avec vous? Vous avez deviné juste. Nous désirons lui parler immédiatement. Impossible. Elle est dans la vieille cuisine. Elle veut étudier de plus près ce qui s'y passe. Je regrette, mais je ne puis vous laisser entrer. Alors, nous voulons parler au prince. Bien volontiers. Le prince lui-même a quelques mots à vous dire. Ce château est à moi. Allez-vous-en. Partez. Je veux que personne n'entre ici. Je l'interdis. Voyons, prince. C'est moi, professeur Skolinski. Vous m'avez invité au château. Laissez-moi entrer. François l'a interdit. Partez. Vous voyez, messieurs, que les ordres du prince sont sans équivoque. Il faut absolument que nous vous parlions. Sinon, nous serons obligés de faire usage de la force. Puisque vous insistez, venez à la porte. Mais sans témoin. Nous nous parlerons par le Judas. Je vais essayer de le raisonner. Soyez prudents. Nous attendrons ici. Comme vous pouvez le constater, professeur, j'ai le droit de mon côté. Le prince est formel et quant à Maya, elle est venue ici de son plein gré. Il faut que vous sachiez que j'ai renoncé aux richesses de Miss Lodge, aussi bien qu'à l'amour de Maya. Alors, faites-la sortir du château au plus vite. C'est que, voyez-vous, j'ai un petit compte à régler avec elle et je pense que la vieille cuisine le fera pour moi. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? En tout cas, je vous conseille de ne pas me pousser à mes dernières extrémités. Si vous voulez que je tue Maya, vous n'avez qu'à forcer cette porte. J'ai un revolver et je saurai m'en servir. Si c'est de cette façon que vous pensez échapper à votre responsabilité, vous vous trompez. Bah! Personne ne pourra rien prouver. Maya a écrit noir sur blanc qu'elle y avait son propre chef. Je ne l'ai pas enlevé. Autre chose, sachez désormais que le prince est en mon pouvoir. J'ai découvert le signe. Et maintenant, éloignez-vous, nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai essayé de lui faire entendre raison. Il ne veut rien savoir. Mais comment Maya a-t-elle pu le suivre? De son plein gré, paraît-il. Oh, c'est horrible. Il l'a enfermée dans la vieille cuisine. Elle ne le supportera pas. J'en sais quelque chose. Dans ces conditions, il ne faut pas hésiter. Si Kolavitsky se montre à une fenêtre, il faut tirer. Tenez, professeur, prenez ce pistolet. Moi, je garde le fusil. Ma parole. Mais c'est Valchak. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Retournez à Polika. Vous n'avez rien à faire ici. Maya est dans le château. Oui, mais ne reste pas ici. Dans la vieille cuisine, n'est-ce pas? Tu ne peux rien y faire. Rentre. Elle est allée pour voir. Et il se passera avec elle la même chose qu'avec moi, ou pire. Nous allons en tirer. Non, car Kolavitsky veut se venger. Par jalousie. Il n'y a qu'un moyen de la sauver, c'est qu'il m'enferme à sa place. Laissez-moi faire. Monsieur Kolavitsky! Monsieur! Quoi encore? Qui m'appelle? C'est moi, Valchak! Relâchez mademoiselle Okolovska. Je prendrai sa place. Je suis curieux, moi aussi, de savoir ce qui se passe dans la vieille cuisine. Vous êtes d'accord? Je ne vous crois pas! Vous voulez vous introduire dans le château et vous jeter sur moi? Et si je me faisais ligoter? Laissez-moi me faire ligoter par ces messieurs juste devant la porte, sous vos yeux. Comme ça, vous pourrez contrôler l'opération. Après, ils s'éloigneront et vous me ferez entrer dans le château. Vous pourrez alors faire de moi ce que vous voudrez. Imbécile! Une fois qu'il vous tiendra entre ses mains, il ne la relâchera pas. Je sais, mais ça ne fait rien. S'il m'enferme dans cette pièce, au moins il ne sera pas seul. Il aura moins peur. Mais c'est de la folie. Tu n'auras pas la force de supporter ce que tu verras.
Je l'aurai. Il n'y a rien d'autre à faire. Je veux être auprès d'elle. Il est vrai que nous n'avons aucune solution de rechange. Vous voyez bien? Alors, monsieur, vous êtes d'accord? Eh bien, messieurs, si vous le ligotez solidement ici, sous la porte, devant mes yeux, et que vous vous éloignez ensuite de 200 pas, ma foi, je ne m'opposerai pas à ce qu'ils viennent voir. Tenez, je vous lance des cordes. Vite. Vous avez entendu? Allez, ligotez-moi. Voilà. Sur un signe de Hinks, Grégoire et Hendrix obéirent. Une fois Valchak ligotés, tous s'éloignèrent de 200 pas. Alors la porte du château s'ouvrit lentement. Et Kolavitsky, comme une araignée attire une mouche au fond de sa toile, entraîna Valchak à l'intérieur. Puis ce fut de nouveau le silence. Ce n'est que vers le milieu de la nuit que Hinks, le professeur et Grégoire s'aperçurent qu'Hendrix avait disparu. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcel. Avec Valchak, Miglen Mirtchev, Maya, Claude Perron, Le Conteur, Bernard-Pierre Donadieu, Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu, Hinks, Daniel Königsberg, Grégoire, Vincent Schmitt, le professeur Skolinski, Hervé Furic, le prince, Pierre Bayot, et Aline Alba, Tonia Galievski, Bernadette Le Sachet, Fred Ulysse, Jean-Paul Racodon, Jean-Claude Bourbon. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Chaizon Taous, Augustin Ciprio, Claude Guerre. Je t'amène Valchak. Amusez-vous bien. Maya. Détachez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous ici? Je voulais prendre votre place pour qu'il vous relâche. Vous avez peur? Oui. C'est de quel côté? Donnez-moi votre main. Par là. Attendez, je vais faire de la lumière. Quoi? C'est ça? Oui. Une vulgaire serviette. Et moi qui pensais à des choses terribles. Je vais la jeter par la fenêtre et on n'en parlera plus. Je vous en prie, surtout ne faites pas ça. Je vais me gêner. Tiens. Au même instant, à l'extérieur du château, Skolinski, Hinks et Grégoire entendirent un hurlement qui les glaça d'effroi. C'était la voix de Maya. Forçons la porte. Faisons sauter les verrous. Va ici.
tuer Maya et Vatchak? Oui, il a un revolver. Oh, et dire que nous sommes impuissants. La vieille cuisine. Allez voir vous-même, messieurs. Venez vous autres. Aussi. Que faites-vous ici? Il n'y avait pas le droit. Où allez-vous? La porte de la vieille cuisine était entr'ouverte. Ils se précipitèrent tous à l'intérieur de la pièce. Maya et Vatchak avaient disparu. À la place qu'ils auraient dû occuper, promenant un regard hébété autour de lui, se tenait Hendrix. Qu'avez-vous fait d'eux, Kolavitsky? Où sont-ils? Je n'ai rien fait. Je n'ai trouvé que celui-là. C'est alors que le prince, qui venait à son tour de pénétrer dans la vieille cuisine, aperçut Hendrix. C'est possible. Il se figea sur place, puis éclatant, l'arme tomba comme foudroyée à ses genoux. Malgré les années, je te reconnais, ô François, tu es revenu. C'est toi, c'est bien toi. Mais voyons, prince. D'où sortez-vous, Hendrix? C'est toi, c'est mon fils. Je le reconnais. Quoi? Vous seriez François? Répondez. Qui êtes-vous à la fin? Dis-leur qui tu es. Autrefois, je me suis trouvé ici. Oui, il y a longtemps. Longtemps. Il ne put en dire davantage et tomba, évanoui. Au même instant, Kolavitsky quitta brusquement la pièce en hurlant comme un démon. Passé le moment de stupeur qui les avait tous saisis, Hinks se mit d'accord avec le professeur. Tandis qu'il regagnerait Polika au plus vite pour annoncer à Madame Okolovska la disparition de sa fille et de Vatchak, le professeur, quant à lui, s'occuperait avec Grégoire du prince et d'Hendrix. 1 heure plus tard, Hinks arrivait au manoir. Quelle ne fut pas sa stupéfaction de découvrir Maya et Vatchak dans le salon tranquillement occupés à bavarder avec Madame Okolovska. Très souriant, ils l'invitèrent à se joindre à eux, et avec un calme extraordinaire, commencèrent alors à lui raconter ce qui s'était passé dans la vieille cuisine. Et à l'instant précis où Marianne a jeté la serviette par la fenêtre, il y a eu un bruit épouvantable. C'était la plaque de la cheminée qui venait de s'abattre. Maya a poussé un cri de terreur. Et Hendrix est apparu. Il nous a regardés sans vraiment nous voir, puis il nous a fait signe de nous enfuir par le passage que lui-même venait d'emprunter. Et c'est ce que nous avons fait. Pour ensuite venir directement ici. Épuisés par la nuit qu'ils venaient de passer, chacun n'eut bientôt plus qu'un seul désir, celui d'aller dormir au plus vite. L'heure des explications viendrait plus tard. Et c'est ainsi que dès le lendemain, après que tout le monde eut pris un repos bien mérité, Hinks se rendait au château de Miss Lodge retrouver le professeur Skolinski. Aussitôt, ils se rendirent dans la vieille cuisine. Voyez-vous, professeur, tout a commencé ici. Il y a maintenant de cela une 40aine d'années. Et je crois que nous pouvons à présent reconstituer grosso modo la scène qui est à l'origine de toute notre affaire. Voulez-vous que nous récapitulions? Je vous en prie. Commencez. Donc, un soir, comme d'habitude, le prince a supplié son fils de lui pardonner de ne pas avoir voulu le reconnaître. C'est alors que François, pris d'une rage soudaine, lui a probablement répondu « C'est ça, je vais te pardonner », tout en passant son doigt sur sa gorge, ce qui signifiait qu'il allait s'égorger lui-même. Ensuite, dans une crise de démence, le malheureux garçon a entrepris de s'étouffer en se fourrant la fameuse serviette dans la bouche. Le prince, horrifié par cette scène, a perdu la tête. Un peu plus tard, lorsqu'il a repris ses esprits, il a trouvé François inanimé. Il l'a cru mort. Alors complètement affolé, il a voulu cacher ce fait ignoble à lui-même et aux autres, et il a poussé le corps dans la cheminée. Puis il s'est enfui. Sans remarquer qu'au fond de cette cheminée, il y avait un orifice. Un ancien aménagement jamais terminé. C'est exact. Et le corps a basculé dans la cave. Lorsque, le lendemain, pris de remords,
Il a voulu se recueillir sur la dépouille de son fils. Il ne l'a pas trouvé, et pour cause. Après s'être réveillé, le malheureux garçon s'était enfui droit devant lui. Pour se retrouver à Lublin, à presque 100 kilomètres d'ici. Et tout cela, sans avoir le moindre souvenir des événements qui venaient de se passer. C'est d'ailleurs dans cette même ville qu'il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Et ce n'est que bien des années plus tard qu'il est revenu s'installer par hasard, non loin de Polika, dans une ferme qui appartenait à son beau-père. Nous sommes bien d'accord. Quant au prince, après avoir interprété le geste de son fils, les doigts qu'il avait portés à son cou comme un signe de pardon, il s'est mis à attendre qu'un messager qui se ferait reconnaître en faisant le fameux signe vienne lui annoncer qu'il était pardonné. Mais dites-moi, à ce propos, j'y pense. Comment Kolavitsky a-t-il réussi à découvrir le signe? Ah, c'est vrai, ça, j'ai omis de vous le dire. Avant de quitter le château, il m'a avoué que la mère Tsiolkovska a été dommage avec lui. C'est elle qui l'a mis sur la piste. Il l'avait acheté. Ah, c'est pour cela qu'elle ne voulait rien nous dire, tout s'explique. Bien. Nous n'avons plus rien à faire ici. Que diriez-vous si nous allions faire un tour dehors? Vous avez raison, il fait si beau. Et le prince, comment va-t-il à présent? Mieux, beaucoup mieux. Il revient doucement à la vie. Et Kolavitsky? En voulant se suicider d'une balle dans le cœur, il n'a réussi qu'à se casser 2 côtes et se déchirer des muscles. Mais il s'en sortira. Le prince est au courant? Non. Il n'avait pas encore commencé à retrouver sa lucidité quand nous l'avons définitivement éloigné. Et Grégoire gardera le secret, rien qu'à cause de son dévouement pour le prince. Hendrix de même. Hendrix, c'est-à-dire François? Eh oui. Après tant d'années, que d'incroyables retrouvailles, n'est-ce pas? Et que dit-il à présent qu'il a été reconnu par son père? Ma foi, il n'a rien contre, d'autant qu'il héritera de tout. Finalement, vous avez gagné votre pari, professeur. Le prince et son fils commencent à retrouver leurs esprits et le château s'éveille à une nouvelle vie. Sans compter que, de votre côté, vous avez pu faire l'inventaire complet du mobilier. N'est-ce pas exactement ce dont vous aviez rêvé? Eh oui, le maléfice s'est évanoui. Comme dans le conte de la Belle au bois dormant. Oui, mais ici, le rôle de la pomme empoisonnée était tenu par une simple serviette. D'ailleurs, elle ne devrait pas être loin. Regardez, nous sommes juste à l'aplomb de la fenêtre de la vieille cuisine. En effet. Tenez, justement, la voici. Nous devrions la brûler. Certainement pas. Elle est avec le crayon le seul point obscur dans cette histoire. Je vais la mettre sur le champ dans cette mallette et je l'emporterai à Varsovie pour la soumettre à des examens scientifiques. On verra bien ce qu'il y a dedans. Quelle est l'énergie qui l'anime? Faites attention tout de même. N'oubliez pas qu'on ne peut la côtoyer impunément. En fait, plus j'y pense, et plus je suis persuadé que la folie de Valchak n'a été provoquée que pour une part minime par les fluides de cette serviette, incontestable par ailleurs. Non, la vraie cause de sa folie, c'était Maya. Car une chose est sûre, la vieille cuisine n'a jamais été hantée, il ne s'y passait rien. La serviette bougeait simplement un peu plus la nuit, voilà tout. Peut-être, mais j'aimerais tout de même que vous m'expliquiez pourquoi elle bougeait. Car elle bougeait, j'en ai été le témoin. Le sceptique vous dirait qu'elle bougeait à cause d'un courant d'air. Et il vous trouverait une fissure dans le mur, à l'endroit où elle était accrochée à la patère. Oui. Mais justement, il n'y a pas de fissure à cet endroit. Et croyez-moi, ces vibrations dégageaient quelque chose d'effrayant. Un certain Rudzansky en a fait les frais, et bien d'autres, paraît-il. Oui, ces gens y ont perdu la raison uniquement à cause de leurs angoisses et de leur imagination. C'est comme ça, toujours, depuis la création. Et que faites-vous du bleuissement des lèvres de Valchak? Le crayon trouvé dans la cuisine était un crayon de couleur? Alors, vous croyez vraiment que les lèvres de Valchak ont noirci simplement parce que ce crayon était de couleur? Oui, il l'a porté à sa bouche et il l'a mordillé.
Alors, si je comprends bien, il n'y a plus d'énigme et tout est clair. Dans ce cas, cher monsieur, puisque la raison triomphe de la fiction, pourriez-vous me donner une preuve irréfutable de votre scepticisme critique en ramassant à main nue cette serviette pour la mettre dans la mallette que vous avez apportée à cet effet? À main nue, dites-vous? Oui, à main nue. Vous hésitez? Mais non, voyons. Oh, un peu tout de même. Allez, ne vous forcez pas. Utilisez plutôt ma canne, c'est plus prudent. Puisque vous insistez... Voilà qui est fait. Nous voici arrivés à Polika. Avez-vous vu Maya ce matin? Non, pas encore. J'ai pourtant quelque chose d'important à lui communiquer. Le juge d'instruction m'a écrit au sujet du meurtre de Malagnac. Savez-vous qui l'a tué? Sa nièce, la marquise d'Imidli. Elle a fini par avouer. Elle en voulait à mort à son oncle de l'humilier sans cesse. Tiens, justement. Regardez, voici la belle Maya. Surtout, ne lui dites pas que la serviette est dans ma mallette. Malheureusement, en allant à la rencontre de la jeune fille, Inks eut un geste maladroit. Sa mallette heurta la rampe du perron et s'ouvrit. La serviette s'en échappa et tomba aux pieds de Maya. Les deux hommes, la mine pétrifiée, regardèrent à leur tour à tour la serviette et la jeune fille. Ne vous inquiétez pas, je n'ai plus peur. Tout cela n'a plus rien de terrifiant pour moi. Vraiment? Quelle heureuse nouvelle! Et depuis quand? Cela s'est produit lorsque Marianne est venue me rejoindre dans la vieille cuisine. Avant son arrivée, je l'avoue, j'étais morte de peur et ma peur a encore redoublé quand il est arrivé. Mais plus tard, j'ai senti une grande force en lui quand il a jeté la serviette dehors. Alors, ma peur a disparu. Et brusquement, je me suis sentie libérée. Vos actes de courage respectifs et réciproques vous ont, pour ainsi dire, réveillé. Il était temps. Sinon, l'irrationnel aurait fini par nous tuer. Tiens, justement, à propos de tuer, j'ai une grande nouvelle pour vous, mademoiselle. On connaît enfin l'assassin de Malagnac. Ah bon? Cela ne semble pas vous intéresser beaucoup. Pas vraiment, en effet. Vous m'étonnez. À présent, je suis sûre que ce n'est pas Marianne, cela me suffit. Et sur quoi vous fondez-vous? Pendant longtemps, voyez-vous, nous avons douté l'un de l'autre, mais maintenant que la confiance est là, aucune aventure, même la plus terrible, ne pourra nous atteindre. Quel optimisme! Pourtant, cette serviette, tout de même. Non, monsieur Ince, aucun fluide n'aura plus d'emprise sur nous désormais. Nous sommes devenus imperméables. Imperméables. Ayant dit cela, un grand sourire illumina son visage. Elle venait d'apercevoir Marianne qui venait à leur rencontre. Une fois qu'il fut arrivé près d'eux, la jeune fille glissa son bras sous le sien et, saluant les deux hommes, elle l'entraîna dans le parc. Ce n'est qu'une fois qu'ils eurent complètement disparu à leurs yeux que les deux hommes réalisèrent soudain qu'ils avaient bien vu la même chose. En une seule nuit, les cheveux de Marianne Valchak étaient devenus entièrement blancs. C'était Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marseille. Avec Valchak, Miglen Mirchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu. Inks, Daniel Königsberg. Le professeur Skolinski, Hervé Furic. Grégoire, Vincent Schmitt. Le prince, Pierre Bayot. Et Fred Ulysse, Tonia Galiewski, Vincent Dissez, Chloé Réron, Quentin Bayot, Pierre-Jean Pagès, Guy Lamarck, Frédéric Lebray, Christian Rucher, Kata Varga, Jean-Claude Leguet, Dominique Massa, Nathalie Canoui, Laurence Mayor,
Bernadette Le Sachet, Franck Kronovtchek, Vincent Masquelier, Nicolas Gonzalez, Pierre-Olivier Brandly, Aline Alba, Martin Amic, François Monnier, Jean-Claude Bourbeau, Jean-Paul Racodon, Anne Caillère, Agathe Chouchan, Clémentine Yelnik, Emmanuel Fernandez, Mehdi Daouki, Jérémy Delimboeuf, Bergamote Ebrard. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Brodin, Chaizon Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre.